Je vous lis le résumé du chapitre. C'est vrai qu'on s'était dit que je lirais le résumé à chaque fois, j'ai oublié. Mais bon, on va le faire pour ce soir, le temps que tout le monde arrive. Donc, au chapitre 6, je vous donnerai quelques exemples de participants qui ont pratiqué avec diligence les méditations expliquées au chapitre précédent. Ces récits devraient servir d'outils d'apprentissage pour vous aider à pleinement comprendre les informations et les techniques que vous aurez découvertes jusque-là. La plupart des personnes dont vous lirez l'histoire ne sont en rien différentes de vous. Ce sont des personnes ordinaires qui ont réalisé l'extraordinaire. Autre raison pour laquelle je partage ces histoires, afin que vous puissiez nouer des liens personnels avec ces personnes, car une fois que vous penserez « s'il l'a fait, moi aussi je peux y arriver », vous croirez davantage en vous, et ce, naturellement. Je dis toujours à notre communauté, quand vous avez fait le choix de vous prouver à quel point vous étiez des individus puissants, vous ne saviez pas qu'à l'avenir, vous aideriez les gens. Ces personnes sont la preuve vivante que c'est possible pour vous. Voilà, donc c'est le chapitre 6 que l'on va lire. Voilà, donc du livre « Devenir super conscient ». Voilà. Donc ce livre, vous pouvez le retrouver sur mon lien en bio. Voilà, si vous voulez le commander, voir le résumé, les avis, etc., n'hésitez pas à les voir. Tous les livres que vous avez en face de vous, on les a quasiment tous lus. Voilà. Merci pour le cœur. Merci D6. Coucou Eric. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gina. Bonsoir, quelle respiration parle-t-il? Alors c'est une respiration spécifique qui permet en fait d'aller débloquer l'énergie que l'on a donc qui est bloquée, qui est concentrée dans les centres énergétiques que l'on a dans le corps pour aller refaire circuler l'énergie et ouvrir en fait, alors attendez, hop, et ouvrir en fait notre, aller faire remonter en gros l'énergie en haut du corps pour ensuite que notre cerveau, que certaines zones cérébrales s'ouvrent et que cette énergie aille au niveau de notre glande pinéale, voilà, en gros, qu'elle puisse atteindre notre subconscient, qu'on puisse s'éveiller. En gros, c'est ça. Parce qu'en fait, quand l'énergie est stockée sur ces 3 points-là, ces centres énergétiques-là, qui sont des centres énergétiques de survie, on n'a pas un équilibre en termes énergétiques puisque ces autres centres-là ne sont pas nourris. Et voilà, on n'est pas sur ce cas-là. Donc l'idée en fait c'est de faire remonter l'énergie pour qu'elle circule mieux et pour que le cerveau en gros dispose de plus d'énergie pour atteindre le subconscient. Voilà. Alors on a lu le chapitre hier donc j'espère que c'est bien ça, hein, c'est bien ce que je vous dis mais normalement oui. Voilà, bonsoir Annick. Bonsoir tout le monde, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Voilà, bonsoir Sweetie. Voilà. Donc, je vous remonte le livre, c'est Devenir super conscient. Comment remonte-t-on l'énergie? Alors, je vais te montrer. Donc, ce qui nous explique, c'est qu'en fait, ici, alors, peut-être le schéma A d'avant. Alors, c'est celui, c'est pas celui-là que je voulais montrer, c'est celui-là. En gros, ce qu'il explique, c'est que en fait, le corps, en fait, si vous voulez, on a un corps qui est chargé d'énergie, plus ou moins chargé d'énergie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vais vous montrer là, en fait, on a comme un aimant, en fait, comme la Terre avec le pôle Nord, le pôle Sud, ou comme un aimant. Quand vous avez un aimant, vous avez le pôle Sud et le pôle Nord. Et en fait, l'énergie circule par justement en fait le lien entre ces deux pôles-là. Voilà. Chez les êtres humains, on a aussi ce champ énergétique avec ces deux pôles entre guillemets, Sud et Nord. Et en fait, il se trouve ici. Donc, la base du Sud, en gros, ça va être le sacrum. Et le pôle Nord, entre guillemets, ça va être le cerveau. Et autour, en fait, on va avoir ce champ énergétique.
il nous explique en fait que donc on a la structure osseuse avec le crâne, la colonne vertébrale, le sacrum, voilà, et puis on a l'organisme. Donc c'est un système qui en fait qui va être autonome. On a le système nerveux central qui va contrôler en fait et coordonner tous les autres systèmes. Et en fait ce qu'il nous dit, alors moi je vous dis pas que c'est la pure vérité, hein. Je vous dis que c'est ce qu'il nous dit dans ce livre-là, mais bon, en tout cas, voilà, à creuser. C'est qu'en fait, vous avez tout le long de la colonne vertébrale comme un tube en fait, c'est dans ce tube-là que l'énergie circule. Voilà, qui est là. Donc le tube de prana. Voilà. Donc c'est un tube de lumière qui est créé par les mouvements de l'énergie, donc vers le haut et vers le bas de la moelle épinière. Parce qu'en fait, vous avez la colonne vertébrale et en parallèle, vous avez la moelle épinière. Donc, il nous explique qu'on a plusieurs centres énergétiques et du coup, pour que ces centres énergétiques puissent en fait fonctionner, être chargés d'énergie et que l'énergie puisse remonter, en fait, il faut que ça passe par ce tube-là. Et donc la respiration, l'objectif, c'est d'aller solliciter le champ énergétique que vous avez ici, enfin les différents champs énergétiques, pour en fait impulser une remontée ici en gros par ce tube-là. Voilà, qui amène au cerveau, en gros. Voilà, alors je ne sais pas si c'est très bien expliqué, je ne suis pas du tout une spécialiste sur ce type de sujet-là, mais comme en fait on découvre ce livre, j'essaie de vous expliquer au fur et à mesure de la lecture. Voilà, et donc ce qu'il explique, c'est que en faisant remonter l'énergie, on va avoir une grande quantité d'énergie qui va circuler et qui va arriver jusqu'au cerveau. Donc elle va passer par la porte, donc quand la porte thalamique s'ouvre, donc c'est voilà, la porte thalamique, en fait, il y a une grande quantité d'énergie qui était stockée dans le corps, coincée dans les centres énergétiques de survie, c'est-à-dire en bas de votre corps, au niveau du sacrum, du ventre, voilà, de l'estomac en gros, qui va remonter, qui va ensuite arriver jusque dans votre zone cérébrale. Et en gros, cette énergie, elle va passer donc par ici et elle va atteindre la porte thalamique et la glande pinéale. Voilà. Et donc, en fait, ensuite, ça va aller... en fait, l'énergie va circuler dans certaines zones du cerveau et en fait, ça va stimuler votre cerveau pour qu'en fait, vous ayez certaines ondes cérébrales qui s'activent. Et ces ondes cérébrales qui s'activent, je vais vous les montrer. Donc, c'est les ondes... Alors, habituellement, c'est les ondes gamma. Attendez, hop, voilà. Donc, habituellement, on a les ondes bêta. Ça, c'est notre cerveau qui fonctionne en ondes bêta, c'est-à-dire le cerveau qui réfléchit, le cerveau analytique. Ça va être le cerveau au quotidien quand vous faites des choses et que vous n'êtes pas en phase en gros d'endormissement. Donc vous avez 3 types d'ondes bêta. Vous avez les bêta faibles, moyennes et hautes. En bêta haute, c'est quand vous êtes dans un état de stress ou de survigilance, par exemple, ou dans un état où votre cerveau va être extrêmement actif. Et donc, quand cette énergie circule jusqu'en haut de votre cerveau, l'énergie qui est stockée, en fait, va arriver et va en fait créer ces ondes bêta. Et puis, vous allez passer en ondes gamma. Donc, les ondes gamma de votre cerveau, c'est les ondes où va s'activer en fait comme une sorte d'écoute super consciente à l'intérieur de vous. Donc, ici, on est sur des stimuli. Je branche mon téléphone. Ici, on est sur des stimuli externes parce que on va être
les ondes cérébrales en fait, notre cerveau va analyser tout ce qui se passe dans notre environnement, à l'extérieur de nous. On va être en vigilance, voilà. Et puis, quand on passe en ondes gamma, en fait, le cerveau va s'activer, les ondes gamma vont être stimulées par tout ce qui se passe en interne, à l'intérieur de nous. Donc, ça va être vraiment tout ce qui est écoute du corps, instinct, intuition. Alors voilà, je ne sais pas trop comment le dire d'une autre manière, mais voilà, ça va être tout ce qui est voilà, vraiment la connaissance interne de nous. Voilà. Donc voilà, ça nous amène à être attentif à ce qui se passe intérieurement, mentalement. Voilà. Donc en fait, finalement, on va passer d'une suractivité externe à une suractivité interne qui va nous conduire à une super conscience de notre fonctionnement interne. Et lorsqu'on atteint, grâce à cette respiration, du coup, lorsqu'on arrive à activer ce type d'onde, donc cette respiration-là, on la fait en méditation, et lorsque on active ce type d'onde-là, ça permet d'activer encore plus la super conscience. Voilà, le fait d'aller créer de l'énergie, en gros en grande quantité dans votre cerveau pour atteindre un niveau d'activité cérébrale où vraiment vous allez être extrêmement conscient en interne. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'était très très clair. Alors, je vais regarder les commentaires. J'ai été un peu longue dans l'explication. On va commencer la lecture. Voilà, on va aussi commencer la lecture dans pas longtemps. Donc, je vous remonte le livre. C'est Devenir super conscient, donc transformer sa vie et accéder à l'extraordinaire de Joe Dispenza. Voilà. Alors moi, je découvre avec vous, donc je ne suis pas experte. S'il y en a qui sont... s'il y a des connaisseuses dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Et le livre, vous pouvez le retrouver sur mon lien en bio. Donc vous allez sur mon profil, vous cliquez sur le lien et vous avez du coup tous les liens directs au livre que l'on a ici. Donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà, bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux. Merci pour les cœurs. Ben voilà, donc il y en a plein qui sont intéressés. N'hésitez pas à aller voir en tout cas. Je vous le remets. Alors, voilà, bienvenue à tout le monde. Je redescends les commentaires. Alors, voilà, hop. Tac, tac, tac. Coucou Géocoaching, n'hésite pas à m'envoyer un message s'il te plaît parce que j'ai essayé de retrouver ton compte, mais en tapant dans la barre de recherche, voilà, je t'ai pas trouvé pour le concours du coup. Voilà, si jamais tu as trouvé le livre que tu souhaitais, n'hésite pas. Voilà, tu peux m'écrire, comme ça on regardera ensemble. Voilà. Et donc, le gagnant du concours, c'était Géocoaching du coup. Voilà. Oui, alors Joe Dispenza, vous pouvez trouver du contenu sur YouTube, il y en a énormément. Voilà. Alors, donc à quoi ça sert d'être super conscient? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer la lecture du chapitre 6 parce que, en fait, il va nous l'expliquer finalement dans ce chapitre. Voilà, donc ça sera beaucoup mieux pour nous que je puisse vous lire en fait. Donc dans le chapitre 6, c'est des études de cas de personnes du coup qui ont pratiqué ce type de respiration, les méditations proposées par Joe Dispenza et qui ont vu des changements significatifs dans leur vie. Et donc voilà, il va nous expliquer ça dans ce chapitre-là. Donc voilà, je commence la lecture, je regarderai vos commentaires après. Alors, sachant que le chapitre 6 va être assez rapide, puisque vous voyez, il n'y a que quelques pages. Donc voilà, je vais le lire d'une traite et ensuite on pourra voilà, discuter et je regarderai vos commentaires. Voilà. Voilà. Coucou Florence. Bonsoir tout le monde. Ok, donc je commence.
Alors, étude de cas, des exemples concrets. Au fil des années, j'ai pris conscience que les histoires sont très utiles. Elles servent à renforcer les informations données et à leur donner un côté pragmatique. Quand on découvre l'expérience de quelqu'un d'autre, tout d'un coup, les enseignements prennent vie. Une fois que l'on s'identifie aux épreuves et aux victoires d'une personne dans sa transition d'un état de conscience à un autre, on commence à croire que l'on peut soi-même vivre une expérience similaire. De plus, les histoires rendent les concepts moins philosophiques et plus personnels. Les études de cas que vous allez maintenant découvrir portent sur des personnes de la vie réelle qui ont appliqué les informations que vous venez d'apprendre dans les chapitres précédents. Au départ, elles avaient une compréhension intellectuelle de ces concepts, puis elles les ont appliqués et les ont vécus dans leur corps, avant de les intégrer sous forme de sagesse spirituelle. Pour que ces participants à nos activités soient en mesure d'accomplir des transformations aussi extraordinaires, il leur a fallu venir à bout d'un aspect ou d'une limite dans leur vie. Et s'ils l'ont fait, vous aussi pouvez le faire. Ginny guérit ses douleurs chroniques dans le dos et à la jambe. Le 9 décembre 2013, Ginny conduisait sur une autoroute à Las Vegas quand sa voiture fut percutée par l'arrière. Elle appuya violemment sur les freins, mais l'impact catapulta son véhicule qui rentra dans la voiture de devant, créant un double impact. Immédiatement, Ginny ressentit une sensation de brûlure dans le bas du dos et une douleur dans la jambe droite. Quand les secours arrivèrent, elle indiqua que sa douleur était modérée, mais au cours des quelques jours qui suivirent, celle-ci augmenta, jusqu'à devenir grave et constante. La douleur se faisait essentiellement ressentir au niveau des vertèbres lombaires inférieures et était liée à une hernie discale, L4 et L5. Elle ressentait également une douleur irradiante dans toute sa jambe et même jusqu'aux pieds. Ginny consulta un chiropracteur 3 fois par semaine, mais la douleur empira. Par la suite, elle vit un médecin algologue qui lui prescrivit des relaxants musculaires, du Neurontin, un médicament contre les douleurs névralgiques, et du Mobic, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Au bout de 9 mois, la douleur étant toujours intense, on lui fit des piqûres dans le dos, en vain. De fait, Ginny avait du mal à marcher et ne pouvait presque plus conduire. Son sommeil était également perturbé, elle n'arrivait à dormir que 4 à 5 heures par nuit. La douleur qu'elle ressentait constamment dans le bas du dos empirait quand elle était assise, quand elle soulevait quelque chose et quand elle restait longtemps debout. Parfois, elle ne pouvait rester assise que 20 minutes d'affilée. Aussi, elle passait la plupart de ses journées alitée, ce qui lui permettait de trouver un peu de soulagement lorsqu'elle était allongée sur le côté droit, les genoux pliés. Ginny était capable de s'occuper de ses 2 enfants âgés de 3 et 5 ans, était incapable de s'occuper de ses enfants âgés de 3 et 5 ans. Elle n'était également plus en état de travailler autant qu'auparavant. Pour ses déplacements, elle dépendait de son mari, car il vint un moment où elle n'arriva plus du tout à conduire. Tous ces facteurs engendrèrent de graves problèmes financiers et un grand stress émotionnel pour toute la famille. Ginny devint dépressive. Elle était en colère contre la vie. Bien qu'ayant participé à son premier séminaire avec moi, avant l'incident, et qu'ayant pratiqué ses méditations, elle cessa de méditer régulièrement après l'accident, car la douleur était trop importante, et elle affirmait ne pas pouvoir s'asseoir ni se concentrer. Au bout de 2 ans, son médecin lui suggéra une intervention chirurgicale au niveau de son hernie discale. Et si cela ne suffisait pas,
Il ajouta que Ginny pouvait envisager d'autres opérations, dont une spondylodèse, fusion de vertèbres. Elle décida d'accepter la première opération. Entre-temps, le mari de Ginny l'a convaincue de participer à un autre de mes séminaires de niveau supérieur à Seattle, qui commençait une semaine avant la date de son intervention chirurgicale. Elle eut du mal à rester assise pendant toute la durée du vol, mais elle y parvint quand même. Ginny apprécia de retrouver ses anciens amis et d'en rencontrer de nouveaux lors du séminaire, mais elle se sentait triste et frustrée, car elle n'arrivait pas à éprouver le même enthousiasme que tout le monde. Elle n'avait qu'une envie, prendre des antalgiques et aller se coucher. À la fin de la première soirée, son amie Jill, pleine de compassion et d'espoir, lui dit avec conviction : « Ginny, tu seras guérie demain, ici même. » La journée commença le lendemain à 6 heures du matin. Ginny décida d'éviter de prendre des médicaments lourds pour pouvoir participer aux méditations et vivre pleinement ses expériences. Malheureusement, elle eut beaucoup de mal à se concentrer pendant sa première méditation tellement la douleur était intense, et elle se demanda même si elle n'avait pas pris la mauvaise décision en venant participer au séminaire. Mais après le petit déjeuner, au cours de la deuxième méditation, elle vécut une véritable transformation. Ginny décida de s'abandonner et de mettre de côté tous ses jugements. La méditation commença comme à l'accoutumée avec l'exercice respiratoire permettant d'extraire le mental du corps et au cours duquel je demandais aux participants de placer leur attention sur 2 ou 3 émotions négatives ou aspects limités de leur personnalité. Je leur demandais de faire remonter toute cette énergie bloquée dans les 3 premiers centres énergétiques à la base de leur colonne vertébrale jusqu'à leur cerveau, avant de la faire sortir par le haut de la tête. Ginny choisit d'abord de travailler sur sa colère dont elle pensait qu'elle avait contribué à l'intense douleur qu'elle ressentait toujours dans son corps. Au cours de la méditation, elle sentit de l'énergie remonter le long de sa colonne, puis sentit une énergie intense qui quittait son corps par l'arrière de sa tête. La deuxième chose sur laquelle elle choisit de travailler fut sa douleur. Alors qu'elle travaillait avec sa respiration pour débloquer l'énergie liée à sa douleur et la faire remonter au cerveau, elle ressentit la même énergie que lorsqu'elle avait travaillé sur sa colère, bien que, cette fois-ci, elle la vit prendre une couleur brillante, avec des pointes de violet. Soudain, elle sentit l'énergie ralentir et devenir moins intense. La musique changea et la partie principale de la méditation commença. Ginny se sentait totalement détendue. Elle avait évacué cette énergie de son corps. Comme d'habitude, en guidant la méditation, je demandais au groupe de ressentir différentes parties de leur corps dans l'espace, ainsi que l'espace autour de leur corps. Je les fis pénétrer dans l'espace noir infini, c'est-à-dire dans le champ quantique. Je leur demandais de ne plus s'identifier à rien et de devenir pure conscience, c'est-à-dire d'être conscients qu'ils étaient conscients dans cet espace infini. Au départ, tandis que je donnais ces instructions, Ginny eut le sentiment clair de flotter. Un sentiment intense de paix et d'amour inconditionnel s'empara d'elle et elle perdit toute notion du temps et de l'espace. Elle ne ressentait plus du tout son corps physique, encore moins sa douleur. Pourtant, elle était pleinement présente et pouvait entendre et suivre toutes les instructions que je donnais. « Je n'ai jamais rien vu de tel, me raconta-t-elle plus tard. C'était si profond que c'était difficile à décrire. Mes sens étaient amplifiés et je me sentais reliée à chaque être, à chaque chose, à chaque lieu et à chaque moment. Je faisais partie du tout, et le tout faisait partie de moi. Il n'y avait pas de séparation. Ginny avait transcendé son corps, son environnement et le temps. Sa conscience était reliée à la conscience du champ unifié, l'espace dans lequel
il n'y a que le tout et pas de séparation d'après sa description. Elle avait trouvé la porte d'entrée du moment présent, dans toute sa douceur et sa générosité, ce qui avait permis à son système nerveux autonome d'intervenir et de la guérir. Lors de nos séminaires de niveau supérieur, nos participants s'allongent après chaque méditation et s'abandonnent pour permettre au système nerveux autonome de prendre le relais et de reprogrammer leur corps. À la fin de cette méditation, quand je demandais à chacun de revenir à son corps, Ginny fut surprise de découvrir qu'elle ne ressentait absolument plus aucune douleur en se relevant. Ce pourquoi elle aurait eu normalement besoin d'aide. Elle se mit à marcher, sans boitiller, le dos droit. Puis, il y eut la pause repas, mais Ginny mangea peu et discuta à peine. Elle était toujours sous le choc. Après 2 années de douleur quasi constante, c'était une telle libération de ne plus la ressentir. Elle se mit à verser à la fois des larmes de joie et de confusion. Elle chercha 2 de ses amis pour leur annoncer la bonne nouvelle, dont Jill, qui avait affirmé la veille au soir avec certitude que Ginny serait guérie ce jour-là. Ils encouragèrent Ginny à faire des mouvements qu'elle avait été incapable de faire à cause de sa douleur, et elle s'exécuta sans la moindre souffrance. Pendant le reste de la journée, la douleur de Ginny ne revint pas, et elle continua de se sentir reliée au chant unifié. Ce soir-là, Ginny appela son mari qui lui expliqua qu'au fond de lui, il savait qu'elle serait capable de guérir lors du séminaire. Elle s'amusa beaucoup au dîner avec ses amis, et quand elle alla se coucher, elle ne prit aucun médicament antidouleur, ni relaxant musculaire. Elle dormit toute la nuit, la première fois depuis plusieurs années, et se réveilla remplie d'énergie. Le lendemain, je fis faire au groupe une marche méditative, que vous découvrirez ou que vous pourrez essayer ultérieurement. Ginny put marcher sans difficulté, ni douleur, le dos droit. Inutile de dire qu'elle annula l'opération. À ce jour encore, sa douleur n'est pas revenue. Alors, je branche juste mon téléphone. Hop. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Ginny. Hop. Voilà. Donc le livre que l'on lit, c'est Devenir super conscient. Voilà. Alors du coup, j'ai branché mon téléphone. Donc alors il y a sûrement un petit bruit. Mais c'est ça où j'ai plus de batterie. Donc là, je suis à 4%. Voilà. Alors, je continue. Donc là, on avait Ginny du coup, donc avec sa douleur et donc qui est partie au bout de 1 à 2, voire 3 méditations. Voilà. Toi, t'entends pas le bruit? Bah super. Tant mieux. Merci Eric. Ok. Alors, je continue. Daniel fait face à son électrosensibilité. Il y a environ 5 ans, Daniel était, de son propre aveu, un entrepreneur israélien stressé et acharné. Il était âgé d'environ 25 ans et se forçait à travailler tous les jours, à fond, pour réussir en affaires. Il avait coutume de travailler 60 heures par semaine. Un jour, alors qu'il enrageait et qu'il hurlait contre un client au téléphone, il sentit quelque chose éclater du côté droit de sa tête et perdit connaissance. À son réveil, il ne savait pas ce qui s'était passé, ni combien de temps il était resté évanoui, mais il avait le pire mal de tête de toute sa vie. Il espérait que le repos suffirait, mais ce ne fut pas le cas. Mystérieusement, sa douleur augmentait exponentiellement chaque fois qu'il se trouvait à proximité d'une source électromagnétique, c'est-à-dire de téléphone portable, d'ordinateur, d'écran, de micro, de caméra, d'un réseau Wi-Fi et d'antennes relais. Si près de lui, quelqu'un répondait à un appel sur son téléphone portable, Daniel le sentait. Il n'avait jamais vraiment vécu ce genre de choses.
Auparavant, il avait même travaillé dans l'informatique et n'avait jamais ressenti d'effets néfastes au contact d'appareils électroniques de toutes sortes. Daniel consulta plusieurs médecins spécialistes, mais aucun ne détecta quoi que ce soit. Il subit une batterie de tests sanguins ainsi que d'examens cérébraux et physiques, mais à chaque fois, il n'y avait rien. Certains des médecins ne le croyaient pas et devenaient même condescendants, levant les yeux au ciel comme si Daniel inventait ses symptômes. Certains voulaient le mettre sous antidépresseurs, mais il refusait. On lui disait que ses douleurs étaient dans sa tête. C'était bien sûr le cas, mais pas au sens où l'entendaient les médecins. Puis Daniel alla voir des médecins holistiques qui pensaient qu'il avait contracté une maladie rare appelée sensibilité électromagnétique ou électrosensibilité. Cette maladie a beau toujours être controversée dans le milieu médical, l'Organisation mondiale de la santé en reconnaît l'existence. Les mécanismes de l'électrosensibilité demeurent inconnus, mais quand on pense que le cerveau est composé à 78% d'eau et qu'une eau contenant des minéraux tels que ceux que l'on trouve fréquemment dans le corps, par exemple le calcium et le magnésium, est conductrice, on imagine que, pour les électrosensibles, cette charge électromagnétique naturelle peut être amplifiée au contact d'appareils émettant des rayonnements électromagnétiques. Comme beaucoup d'autres électrosensibles, Daniel était également victime de douleurs et de fatigue chronique, en plus de ses maux de tête. Malgré 12 heures de sommeil, il se réveillait épuisé. L'un des médecins holistiques lui suggéra de prendre 40 compléments alimentaires par jour pour combattre les effets secondaires, mais il ne constata aucune amélioration. Il continuait d'agoniser presque en permanence. Il ne fallut pas longtemps pour que Daniel ferme boutique. Il s'endetta et perdit tout ce qu'il avait acquis à la sueur de son front. Finalement, il fit faillite et dut emménager chez sa mère. « En fait, j'ai dû me replier sur moi-même, me raconta-t-il. J'étais un véritable zombie. Je ne pouvais ni penser, ni me concentrer, ni faire quoi que ce soit. Et il n'y avait rien qui m'aidait. Et chaque fois que je m'approchais du monde réel, j'avais très mal à la tête. » Daniel me précisa même que, chaque fois qu'il se trouvait à proximité d'un appareil qui émettait un signal, ses maux de tête étaient 1000 fois pires, au point qu'il entrait en crise émotionnelle. Daniel passait la plupart de son temps recroquevillé dans son lit, dans la petite chambre qu'il avait chez sa mère, à pleurer de douleur. Je gâchais ma vie, alors que je voyais tous mes amis se marier, faire des enfants, avoir des promotions, acheter des maisons et tout le reste. Lorsqu'il commença à avoir des idées suicidaires, ses amis et sa famille l'incitèrent vivement à essayer de trouver une solution. À cause de la fatigue chronique, de la dépression et de la douleur intense, Daniel ne disposait que d'environ une demi-heure par jour pendant lequel il avait de l'énergie. Il se mit donc à utiliser ce temps pour essayer de trouver une solution. 3 ans après le début de ses symptômes, il lut mon livre « Le placebo, c'est vous ». J'ai eu un déclic, me raconta-t-il lorsque je le rencontrai lors d'un séminaire que j'ai récemment animé. Je savais que j'avais la solution sous les yeux. Il se mit à faire la méditation pour transformer les croyances et les perceptions que je détaille dans ce livre. Au fil du temps, très progressivement, Daniel ressentit un peu moins de douleur, ce qui le motiva pour continuer. Plus tard, il découvrit la méditation de bénédiction des centres énergétiques et se mit à la pratiquer. La première fois que je l'ai faite, m'expliqua Daniel, il s'est passé quelque chose que je ne saurais expliquer. Lorsqu'il arriva au 6e centre énergétique, c'était comme si il y avait eu un son et lumière dans sa tête. Il vit différentes zones désormais inutilisées de son cerveau s'illuminer soudain et communiquer ensemble. Puis un rayon énorme de lumière aimante
pour reprendre ses termes, sortit par le sommet de son crâne. À ce moment-là, son expérience intérieure fut plus réelle que le souvenir de son expérience passée, qui était à l'origine de sa douleur. À partir de ce moment-là, Daniel remarqua un changement important. Après ses méditations, il n'éprouvait plus du tout de douleur pendant 10 minutes. Cette période n'eut de cesse de se rallonger jusqu'à ce que, quelques mois plus tard, la douleur eût complètement disparu. Puis il eut l'idée de se servir de la méditation pour changer son état intérieur, quand il était exposé aux champs électromagnétiques qui le rendaient malade. Il se mit alors à méditer devant son téléphone portable et son ordinateur. Au départ, c'était douloureux, mais là encore, il finit par ne plus éprouver de douleur pendant un certain temps après la méditation, période qui s'allongea avec le temps. Enfin, Daniel fut prêt à passer au cap supérieur. Il loua un bureau dans un open space et décida de rester là assis à méditer, entouré du Wi-Fi, d'ordinateurs, de micro-ondes et de toutes sortes de fréquences électromagnétiques. Les premières semaines furent difficiles, mais le temps passa et les choses devinrent plus faciles. À un moment donné, il fut capable de rester 5 heures par jour dans cet environnement sans douleur à la suite de sa méditation. Ses maux de tête finirent eux aussi par disparaître, ainsi que sa douleur et sa fatigue chronique. Aujourd'hui, Daniel se considère guéri à 100%. Il a repris un travail et s'est désendetté. Son truc, il ne travaille qu'une heure à une heure et demie par jour et gagne beaucoup plus d'argent qu'à l'époque où il était stressé et où il s'efforçait de travailler dur. De plus, il apprécie beaucoup sa nouvelle vie. Voilà. Alors. Donc, je regarde les commentaires. Donc là, c'était du coup l'expérience de Daniel. Un médecin holistique, c'est pas un médecin, ça n'existe pas. Ok. Bonsoir Serge. Hop. Bonsoir Rose. Alors, donc le livre, donc ça c'est le livre qu'on lit en ce moment. Voilà, donc devenir super conscient. On en est au chapitre 6. Donc là, c'est des études de cas avec des exemples concrets, donc qui donnent à voir sur les résultats que peuvent donner du coup le fait de faire les méditations et donc les différentes méditations, notamment avec la respiration qui permet de débloquer les centres énergétiques. Voilà. Donc moi, je fais de la lecture de livres. On parle de plein de choses différentes qui touchent au développement personnel. En ce moment, on lit ce livre et on lit aussi plein d'autres choses différentes. Voilà. Donc si ça vous plaît, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Ouais, merci Rose. Vous aviez vu la méditation. Oui, hier on a lu la méditation. Hier on a lu le chapitre sur du coup la respiration, donc qui débloque les centres énergétiques. Donc ça c'est la partie respiration qui va avec la méditation sur les centres en fait énergétiques. Voilà. Bon après comme je vous dis à chaque fois, moi là je suis pas du tout une experte, mais en tout cas c'est ce qu'on a lu. Voilà. Salut 7K Zaker. La lecture est super reposante. Merci Rose. Merci beaucoup. Exactement, c'est de l'auto-guérison. On va puiser les ressources en nous pour se régénérer et se guérir, c'est ça. Alors, hop. Voilà. Ok, donc je continue. Jennifer. Donc il nous reste
Donc, l'expérience de Jennifer et celle de Félicia. Voilà. Donc Jennifer, de la maladie à la santé. Il y a 5 ans, le médecin de Jennifer lui a diagnostiqué plusieurs nouvelles maladies, en plus de nombreux autres problèmes de santé qu'elle avait déjà. Il lui a ainsi diagnostiqué 2 troubles auto-immunes, un lupus érythémateux et le syndrome de Gougerot-Skogren. Des troubles gastro-intestinaux, maladie cœliaque et intolérance au salicylate et au lactose. Je vais y arriver. De l'asthme chronique, une maladie rénale, de l'arthrite et des vertiges, tels qu'ils provoquaient souvent des vomissements. Chaque journée était pour Jennifer un véritable combat. Le simple fait de se laver les dents était difficile pour elle car elle n'avait pas assez de force pour tenir son bras en l'air pendant très longtemps. C'était souvent son compagnon Jim qui devait lui brosser les cheveux. Et quand il était en déplacement professionnel, ce qui arrivait souvent, Jennifer devait faire une sieste après son travail pour avoir assez de force pour préparer le dîner. Le plus dur pour moi était que j'avais l'impression d'être une très mauvaise mère, car je ne pouvais rien faire avec mes garçons, ce qui me déchirait le cœur, m'a-t-elle confié. Le week-end, il me fallait dormir la plupart du temps, simplement pour être capable de me lever le lundi matin pour aller au travail. Toutes les photographies joyeuses que je postais sur Facebook pendant le week-end étaient prises en l'espace d'1 heure. Jennifer ne pesait alors qu'une 50aine de kilos et avait du mal à marcher à cause de son arthrite et de gonflements importants au niveau des chevilles et des genoux. De plus, à cause de ses douleurs et de l'arthrite, elle ne pouvait plus utiliser sa main droite pour ouvrir des récipients ou couper des légumes. Parfois, elle s'allongeait dans son lit et se tapait le bras contre sa table de nuit pour arrêter la douleur. Son corps était dans un état constant d'inflammation aiguë et même les spécialistes qu'elle consultait affirmaient ne rien pouvoir faire de plus pour elle et qu'elle devait apprendre à vivre au mieux avec tous ces problèmes. Bien que gardant le silence à ce sujet, elle craignait de n'avoir peut-être plus que quelques années à vivre. Elle semblait sur le point d'abandonner, mais ce n'était pas le cas de Jim. Tous les soirs, ce dernier dévorait des ouvrages à la recherche de solutions alternatives et encourageait Jennifer dans ses efforts. Un jour, Jim tomba sur « Le placebo, c'est vous », dans lequel il lut l'histoire d'une femme dont l'état était similaire et qui avait pu se guérir. Le couple était d'accord, Jennifer devait participer à un séminaire. 2 mois plus tard, en juin 2014, Jennifer participa à un séminaire à Sydney, en Australie. Elle commença à se sentir un peu mieux et s'inscrivait à un séminaire de niveau supérieur au Mexique. Malheureusement, quelque temps avant de prendre son avion pour aller assister au séminaire, elle développa un calcul rénal de 8,5 mm et son médecin lui interdit de prendre l'avion. Elle ne put donc assister au stage, mais elle continua ses méditations. Elle se levait chaque matin à 4h50. Et l'année suivante, lors du séminaire de niveau supérieur suivant en Australie, elle s'inscrivit avec Jim. Je me souviens que, le premier soir, j'avais beaucoup de mal à monter les escaliers pour rejoindre notre chambre. Ce qui était coutumier pour moi, me raconta-t-elle. Mais à la fin du séminaire, je marchais normalement, comme une personne en bonne santé, et je n'avais plus besoin de mon médicament pour l'asthme. La veille de notre départ, Jim m'a dit que j'avais l'air si bien qu'il fallait que j'essaie de manger un peu de nourriture normale. Avec appréhension, j'ai fait une tentative, sans effet secondaire. Pas de douleur, pas d'asthme, pas de crampes, pas de mal de tête, rien. Je pense que c'était la meilleure pizza que j'eusse jamais mangée. Dans ses méditations, Jennifer se donnait cœurs et âme. Elle se connectait régulièrement à son potentiel de santé
et sentait beaucoup d'énergie dans tout son corps, ce qui lui permettait de tenir toute la journée. Au cours d'une méditation, lorsque je demandais aux participants d'imaginer qu'ils vivaient dans un nouvel état d'esprit, elle imagina que ses pieds touchaient le sol et s'entendit respirer en courant joyeusement. À la fin de la méditation, elle versa des larmes de joie. Jennifer finit par réussir à reconditionner son corps et lui faire oublier le ressenti de la maladie. En élevant son énergie, en modifiant sa fréquence, en reprogrammant son mental et en envoyant des signaux à des gènes nouveaux afin qu'ils guérissent son corps. Maintenant, je mange normalement et je n'ai plus utilisé de médicaments pour l'asthme depuis juin 2015. Je marche jusqu'à 15 km par jour et je soulève 20 kg. Je m'entraîne en vue de mon objectif, qui est de finir un semi-marathon, ce que je ferai bientôt. Voilà. Donc, je vous remonte le livre qu'on lit. Donc, devenir super conscient.